Un message de David de Bretagne sur franceinter.fr et qui nous tacle un petit peu, Mathieu. On avait déjà promis à Cyril Dion de changer le jingle de l'émission, le magazine Science et Vivant, donc on l'a toujours pas fait, on vient d'entendre environnement. Aurélien Barraud, vous seriez d'accord pour que ça s'appelle le magazine de la science et du vivant, ou pour vous c'est vraiment complètement cosmétique? La Terre au carré. Oui, non, j'ai bien compris la question, mais je me sens illégitime pour y répondre. Oui, science, mais pardonnez-moi, en tant que scientifique, je veux quand même relativiser le rôle de la science dans cette affaire. La science a un très bon rôle diagnostique. Très bien. On sait aujourd'hui qu'on a perdu 60% de la population de telle espèce. On sait qu'1 million d'espèces sont menacées à court terme. On a appris il y a quelques jours qu'une 6e limite planétaire sur 9, c'était très peu, venait d'être dépassée. C'est très bien. La science est constative. Mais ce n'est pas la science qui choisit la direction dans laquelle on souhaite aller. Donc il ne faut pas oublier que la science, c'est le premier pas, c'est uniquement le premier pas de la compréhension du problème systémique et surtout de sa solution. Mais c'est vrai qu'on aime bien recevoir les scientifiques, c'est pour ça qu'on le note dans notre titre. Lucie Sarfati, qui nous apporte les messages en ce moment, m'explique qu'il y a une grosse fanbase en ce moment sur les mails de la Terre au carré pour vous, Aurélien Barraud, notamment Laura qui écrit: Monsieur Barraud, 1 million de merci à vous d'exister. Je ne saurais pas exprimer combien je vous admire. Si je fais partie de cette génération de désespérés qui ne voit pas comment on va s'en sortir, je pense que si nous y arrivons, ce sera grâce à des ouvreurs de pensée dont vous faites partie. Il y a un l'inverse aussi sur Twitter. Antoine écrit il va encore dire n'importe quoi, je cite, sans aucun contrôle, aucune rigueur, et vous allez acquiescer, voire même abonder dans son sens. Cet homme est une fraude scientifique. Que répondez-vous à Antoine, et puis peut-être à Laura aussi? Eh bien, Antoine, je serais absolument ravi que tu m'envoies les erreurs dans mes articles de gravitation quantique à boucle qui constituent le cœur de mon travail, parce qu'en effet, je pense que si erreur il y a, il serait tout à fait opportun de les corriger. Mais là, je pense qu'il parle plus de l'écologie. Alors là, je pense qu'il parle plus de l'écologie que de l'astrophysique. Oui, mais à ce moment-là, je ne suis pas ici en tant que scientifique, je suis ici en tant qu'habitant du monde, et je crois qu'il n'est pas nécessaire d'être un policier pour dénoncer un crime. Et ouvreur de pensée, comme disait Laura, ça vous va? Oui, mais peu importe ce que je suis, honnêtement, ça n'a aucune importance. En revanche, que Laura se sente investie d'une mission et comprenne que elle a, en tant que jeune personne, une responsabilité historique qui est aussi une chance. Parce que être la première génération qui se trouve dans l'obligation à la fois éthique et épistémique d'une refondation radicale de nos valeurs, c'est peut-être angoissant, mais c'est aussi un peu excitant. Reconnaissons-le. Qu'est-ce qui caractérise notre génération, justement, Aurélien Barraud? L'échec, le crime même? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Enfin, avoir quand même exterminé l'essentiel des êtres vivants sur Terre en une génération, je crois qu'aucune espèce animale depuis la création de la vie sur Terre n'avait réussi à le faire. Nous avons quand même été particulièrement doués dans la barbarie. Récemment, vous avez écrit un article dans le magazine Diacritique en appelant les chercheurs, les enseignants et les scientifiques à une pensée du déraillement. Alors pour les enseignants, les chercheurs et les scientifiques qui nous écoutent, ça vous invite à quoi finalement? Il y a quoi derrière ce déraillement? En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas, me semble-t-il, nous réorienter en ingénieurs de la décarbonation. Parce que j'ai constaté que chez mes collègues qui ont compris l'ampleur du problème, ce qui n'est pas le cas de tous les scientifiques. Ne croyons pas que les scientifiques, parce qu'ils sont rigoureux, ou parce qu'ils devraient l'être, ont nécessairement compris le problème. Mais ceux qui ont compris le problème ont tendance à se dire, bon, on arrête de faire de la science gratuite, on arrête de faire de la philosophie ou de l'histoire et on va tous résoudre le problème. Ça, c'est une mauvaise façon de penser les choses parce que c'est encore croire qu'il y a une solution technique à un problème technique. En fait, je crois que si nous voulons jouer notre rôle de scientifique, il faut précisément au contraire nous évertuer à tenter d'accueillir toute pensée dans un geste révolutionnaire. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est de créer de nouveaux objets, de créer de nouveaux concepts, de créer de nouveaux enchantements. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'on peut jouir autrement qu'en préparant la 6G sur son téléphone portable. Et ça, c'est un travail qui est à la fois extraordinairement intéressant et qui est beaucoup plus dans nos cordes, finalement. Donc ce que je veux dire, c'est que faire face à cette situation, c'est faire dérailler l'inertie et trahir ce dont nous sommes les héritiers, c'est-à-dire tout faire, sauf continuer à l'identique, parce que nous savons le faire. Donc vous êtes critique du progrès, mais surtout pas de la création, hein? Ah, au contraire, vive la croissance. Mais alors, redéfinissons-la autrement que comme la pire croissance possible, la seule qu'il faille éradiquer, à savoir la croissance du PIB. Bon, Anthony nous écrit Aurélien président. Je vous laisse répondre à Anthony. Mais président, c'est pas assez. Mais poète, après tout. Voilà, poète, ça c'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus utile et c'est beaucoup plus faisable. Président, c'est rien.
Vous dites, il faudrait aux commandes un philosophe, un poète. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que, heureusement et malheureusement surtout, les questions climatiques aujourd'hui à gérer, et toutes les questions de vivant? Il y a une guerre, par exemple, en ce moment en Europe. Est-ce qu'un philosophe ou un poète, est-ce que c'est pas un peu utopique, d'imaginer, Oui, enfin peut-être que la première chose qu'un philosophe comprendrait ou rappellerait, c'est que la guerre touche cette planète de façon essentiellement constante et que même si cette guerre en Ukraine est évidemment dramatique et condamnable, et tout le monde est d'accord là-dessus, et même condamnable est un mot faible, on est parfaitement d'accord là-dessus, mais peut-être qu'un philosophe devrait commencer par nous rappeler que les réfugiés, jusqu'alors, on les a laissés mourir devant nos frontières closes, et que s'il est tout à fait, à mon avis, souhaitable d'accueillir les Ukrainiens, il est quand même un peu étrange et un peu dérangeant que nous découvrions la misère du monde précisément quand ce sont nos compatriotes, en quelque sorte, européens qui sont touchés. Voilà ce que serait le travail d'un philosophe, et je pense que ça serait absolument fondamental. Aurélien Barraud, ce mot de révolution, il peut faire peur parce que derrière ce mot, il y a de l'affrontement physique, des bains de sang. Est-ce qu'il y a de la violence finalement dans cette révolution que vous appelez de vos voeux là? Soyons sérieux, Mathieu. Ni vous ni moi n'aimons la violence. C'est une évidence. Je l'ai vécu dans la chair de ma famille récemment. Personne n'aime la violence. Ça, on peut le dire une fois pour toutes. C'est dit. Maintenant, soyons sérieux. La question n'est pas de savoir si on aime ou si on déteste la violence. La question est de savoir que faire quand on fait face à deux violences qui sont antagonistes. L'état actuel du monde, fut-il défendu par de brillants polytechniciens en costume cravate, est un état ultra violent. Nous sommes en train non seulement d'éradiquer la vie sur Terre, mais aussi de laisser mourir un enfant de faim toutes les 5 secondes et de faire mourir 1,5 million de personnes en Europe et sur le pourtour méditerranéen à cause de la pollution. Donc, le monde que l'Occident contemporain façonne est ultra violent. Si contrer cette violence demande une certaine brutalité, mais qu'il en soit ainsi. Moi, ce que je souhaite, c'est le triomphe de la vie. Le triomphe de la vie, parfois, passe par l'affrontement. Je ne le désire pas, mais je le constate. Vous dites le mantra de la non-violence vous fatigue en fait, hein, c'est ça? Écoutez, on a fait de Nelson Mandela, de Madiba, le héros de la non-violence. Lui-même expliquait que cette stratégie ne fonctionne que quand l'adversaire utilise la même stratégie. Soyons un peu sérieux. Aurélien Barraud, là, finalement, tout ce que vous nous dites et tout ce que vous écrivez dans ce petit livre, c'est destiné à quoi? C'est destiné à nous faire réfléchir? C'est destiné à peut-être engager une certaine forme d'action supplémentaire? Ouais, je crois qu'il y a un constat fondamental. C'est d'une part de comprendre que sans le moindre doute, et si la personne tout à l'heure qui critiquait ma rigueur veut bien me contredire, qu'il m'écrive, mon email se trouve dans l'annuaire de mon université. Le constat, c'est que la situation actuelle est instable. On le sait depuis le Club de Rome, la courbe des prélèvements est très nettement supérieure à la courbe des disponibilités écosystémiques. Vous savez, c'est comme quand vous êtes à découvert à la banque, c'est possible pendant quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois, mais ensuite, vous rattrapez et vous payez les intérêts. La physique est encore plus draconienne que les requins de la finance. Donc c'est sûr, la situation est instable et l'effondrement sera brutal. C'est un fait scientifique. Mais ce que je voudrais mettre en exergue, c'est que ce constat n'est même pas suffisant. Parce que quand bien même la situation sera tenable, ce qui est faux, je viens de le dire, c'est radicalement faux, elle n'est pas tenable. Mais quand bien même elle le serait, elle n'est de toute façon pas désirable, puisque nous sommes en train d'éradiquer tout ce qui fait le charme, la beauté, la subtilité de ces millions d'années d'évolution subtile de la vie sur Terre, pour le remplacer par une snapchatisation du monde qui est littéralement grotesque, je dirais ubuesque, et même, à un certain niveau, émétique. Par conséquent, il faut absolument penser, me semble-t-il, sur ces deux piliers. Un, ce n'est pas tenable, mais deux, même si c'était tenable, ce n'est pas souhaitable. On n'a donc par conséquent absolument rien à gagner à l'immobilisme. Cette révolution poétique, donc cette cosmo-poétique dont vous parliez, machine de guerre totale, arme d'invention massive, il s'agit d'écrire, de lire, d'expérimenter, d'observer. Et si on voit les choses de façon très pragmatique, Aurélien Barraud, c'est l'idée aussi de mettre en place des assemblées citoyennes. C'est finalement ce qui fonctionnerait le mieux d'un point de vue démocratique, vie ensemble. Oui, alors, soyons honnêtes. Je crois que mes amis écologistes qui pensent que tout le problème vient d'un manque de démocratie
ont tort. Il ne faut pas croire que nos idées sont dominantes et il ne faut pas croire que si la population avait la parole, alors nécessairement nos idées vaincraient. Ça, je crois que c'est un leurre et c'est un peu péché par arrogance. Mais il est vrai qu'il y a néanmoins un problème démocratique. Le problème démocratique, il est évident, c'est que les échéances pour être réélus sont beaucoup plus courtes que les échéances auxquelles les bénéfices d'une politique écologique raisonnable pourraient être ressentis. Il est par conséquent structurellement impossible que notre système politique permette de résoudre le problème. Je crois effectivement que des citoyens tirés au sort, informés sur les questions pertinentes, n'ayant pas d'intérêt personnel à bénéficier d'une popularité dans leur choix, pourraient être à même de porter des décisions légitimes à condition qu'ils soient dotés d'un véritable pouvoir constitutionnel. Ce qui n'a pas été le cas avec la Convention citoyenne pour vous? Écoutez, c'était une plaisanterie, cette Convention citoyenne. Pas la manière dont la Convention a travaillé, qui était très bonne. Mais ce qui a été retenu Ceci de la en a été Convention. fait par l'exécutif. Et donc ça veut dire quoi, faire sauter le Parlement en France, par exemple? Ça veut dire effectivement une refonte constitutionnelle dramatique, parce que nous faisons face à une extermination massive. Si on ne se demande pas maintenant comment adapter nos structures politiques, je ne sais pas quand on le fera. De toute façon, il n'y aura pas d'avenir pour le faire. Donc les législatives qui arrivent, vous les regardez avec quel œil? Mais vous savez, il faut toujours jouer avec deux mains. C'est-à-dire, d'une part, travailler pour la révolution nécessaire, et d'autre part, minimiser quand même, je crois, l'horreur, la casse dans le monde tel qu'il est. Aurélien Barraud, parce qu'il nous reste à peine 3 minutes, j'aimerais quand même parler astrophysique avec vous, parce que jeudi, le